Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, là maintenant, ça va être à mon tour de vous présenter l'effectuation. Donc, effectivement, multi-entrepreneur en ce qui me concerne et depuis pas mal d'années, un expert autour de l'effectuation. Donc, je vais vous présenter l'effectuation maintenant. Donc, là. Voilà, l'effectuation, je vais vous en parler sous une perspective qui va être adaptée au monde de l'entreprise et à l'inclusion, une posture pour à la fois inclure des profils atypiques comme les hauts potentiels et en même temps constituer ce collectif et agir dans le collectif. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'effectuation? L'effectuation, peut-être certains et certaines d'entre vous en ont entendu parler de manière différente. Quoi qu'il en soit, un des éléments essentiels de l'effectuation, c'est que ce n'est absolument pas une méthode. Ce n'est pas une liste à numéroter ou une liste à puces d'actions ou de choses à faire. C'est avant tout une logique de pensée, une manière de réfléchir, une manière de prendre des décisions et une manière d'agir. Alors, en quoi elle consiste? Elle consiste avant tout en 5 principes directeurs qui sont issus de la logique d'entrepreneur expert. Pour la petite histoire, la première publication à propos de la théorie de l'effectuation a eu lieu il y a 20 ans par une chercheuse indo-américaine qui s'appelle Sarah Saraswati, qui a cherché à comprendre comment réfléchissaient des entrepreneurs experts. Alors, ce qu'elle a qualifié d'entrepreneurs experts, ce sont des entrepreneurs qui ont eu plusieurs expériences entrepreneuriales, qui ont monté plusieurs entreprises avec des succès et des échecs, mais au moins un de ces succès est allé dans une dimension extrêmement publique, de très grandes entreprises. Et pour vous donner la nature de l'échantillon, le plus petit de ces entrepreneurs faisait environ de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires et le plus grand 6 milliards et demi. Et pour obtenir cette manière de penser, elle leur a donné des livrets dans lesquels étaient énoncées 10 mises en situation rencontrées par des entrepreneurs de création. De cette analyse, elle leur a demandé de s'enregistrer à haute voix, de l'enregistrement de leur manière d'appréhender ces mises en situation. Elle en a tiré 5 principes dans leur manière de réfléchir, d'envisager la situation et des actions qu'ils allaient pouvoir mener. Alors, le premier de ces principes est assez simple, mais extrêmement puissant. C'est qu'on fait avec ce qu'on a à disposition. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, comme on nous l'apprend en fait, souvent d'aller imaginer un objectif dans le futur, puis de faire une sorte de rétro-planning en construisant à rebours l'ensemble des éléments nécessaires jusqu'au présent, puis ensuite d'inverser la flèche du temps et on obtient un plan d'action. Là, pas du tout. C'est-à-dire, on fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai à disposition? Quels sont les moyens, les ressources que j'ai à disposition? Et qu'est-ce que ça va me permettre de faire? C'est-à-dire qu'on inverse la manière de penser, de chaînage arrière de la pensée, pour aller vers un chaînage avant de la pensée. C'est-à-dire c'est les moyens qui vont déterminer les buts et les objectifs atteignables. Donc c'est une manière complètement différente de penser. Ça reprend ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'intelligence situationnelle. Je suis dans une situation, qu'est-ce que je peux faire là, présentement, dans la situation? Alors, parmi les ressources et les moyens qu'elle a identifiés lors de ces enregistrements, elle a pu en regrouper trois catégories, 3 types de moyens. Tout d'abord, il y a qui nous sommes. Et là, il s'agit de notre personnalité. C'est vraiment tout ce qui va nous constituer très probablement dans la dimension psychologique et émotionnelle. Mais ce sont des atouts et ce sont des ressources extrêmement importantes, notamment dans la prise de décision. Deuxième moyen et deuxième ressource à disposition, c'est ce que nous savons. Et ce que nous savons au sens très large, c'est-à-dire ça peut être à la fois nos connaissances, ça peut être également nos savoir-faire et nos compétences, ça peut être également des éléments matériels ou immatériels. Je dispose d'une voiture, je dispose d'une certaine somme d'argent,
je dispose de temps, tout simplement. Et troisième type de ressources, eh bien, c'est qui nous connaissons, c'est nos réseaux, nos différents réseaux, c'est-à-dire notre famille, nos amis, des collègues de travail. Ça peut être des relations personnelles ou professionnelles, ou bien au titre associatif, en tout cas. Voilà. Et donc, le premier de ces principes, c'est vraiment, on part de la situation dans laquelle on est. On part d'un contexte présent. Et le premier enseignement de ça, outre le fait que forcément, les objectifs qui vont être déterminés, les actions que l'on va pouvoir mener sont basées sur ces éléments, sur ces ressources à disposition. Et on va obtenir quoi? On va obtenir des actions que l'on peut réaliser puisque tout est basé sur les moyens que nous avons. Et surtout, les effets sont atteignables. On dispose des moyens, on peut mener l'action, on obtient un effet. Et cet effet va nous mettre dans une nouvelle situation et l'effet lui-même va devenir une ressource pour cette nouvelle situation. Deuxième effet qui se coule, j'allais dire, de ce principe, c'est que la notion d'échec devient quelque chose d'extrêmement relatif. En fait, on mène une action, on obtient un effet, voilà, on est dans une nouvelle situation. Si on part avec un présupposé, un objectif dans le futur et que effectivement l'effet ne nous emmène pas vers cet objectif, là on est en situation d'échec. Mais en démarrant avec ce qu'on a dans la situation actuelle, eh bien, on se retrouve simplement dans une nouvelle situation avec de l'information. Alors, le deuxième principe de l'effectuation, et celui-là est extrêmement puissant, et on va voir que au pays de la norme, il existe et il est actionnable, c'est de raisonner en perte acceptable. Qu'est-ce que c'est raisonner en perte acceptable? Raisonner en perte acceptable, c'est de se dire, quel que soit le résultat de l'action, quel que soit l'effet atteint, ce que je vais engager en ressources et en moyens, j'accepte de le perdre. Même si le résultat, entre guillemets, est nul, mais on a bien vu dans l'étape précédente que le résultat n'est jamais nul, on est simplement dans une nouvelle situation, eh bien, si j'ai engagé quelques actifs, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps. Par exemple, je viens de quitter une entreprise par un consentement mutuel, eh bien, je dispose d'une certaine somme d'argent et je dispose de temps. Voilà, je n'ai plus d'emploi, je dispose et j'ai toujours eu un projet dans la tête de démarrer une entreprise. Eh bien, je vais prendre une partie de ce temps que je vais dire, je me donne 6 mois et sur mon capital, je vais prendre peut-être un quart de ce capital. Voilà, ça c'est ma perte acceptable et j'accepte de m'engager, de démarrer des actions avec ça, quel que soit le résultat. C'est une perte acceptable. Un des effets extrêmement forts de ce principe-là, c'est que ça libère totalement l'action. Puisque de toute façon, ce que vous allez engager, c'est quelque chose que vous acceptez de perdre, vous pouvez agir. Il n'y a plus aucune raison de ne pas agir. Puisque quel que soit le résultat, vous acceptez de le perdre. Et donc, voilà. J'en reparlerai un petit peu après, mais effectivement, dans le cadre d'un pays de la norme, est-ce qu'il existe des marges de manœuvre à l'intérieur desquelles on peut réfléchir aux pertes acceptables? Est-ce qu'on peut bousculer légèrement la norme sans aller à la faire exploser en se disant, voilà, je vais être capable de perdre peut-être une journée par rapport à tout ce que je fais d'habitude, je vais peut-être changer une manière de faire certaines choses. Et puis, voilà, ça fait partie de ma perte acceptable, ça peut faire partie de la perte acceptable de mon manager. Mais en tout cas, raisonner en perte acceptable permet de vraiment libérer complètement l'action. Le deuxième effet, c'est que ça vous permet de contrôler votre risque. On dit souvent que les entrepreneurs adorent le risque. Je vais vous dire, c'est totalement faux. Les entrepreneurs, ils savent qu'en entreprenant, il y aura un risque. Par contre, en raisonnant en perte acceptable, ils contrôlent leurs risques. Ils ne pourront pas vous dire, je vais obtenir tel retour sur investissement ou pas. Non, par contre, je sais, voilà, ça c'est mon risque, c'est ce que j'accepte de risquer. Donc, un effet extrêmement fort pour libérer l'action tout en contrôlant son risque.
Alors celui-là, c'est probablement mon deuxième préféré, c'est celui d'après mon préféré. Là, il s'agit du troisième principe, c'est l'engagement des parties prenantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, engager des parties prenantes? Lorsque vous êtes entrepreneur et que vous allez entreprendre un projet, que vous allez porter un projet entrepreneurial, vous allez avoir des personnes qui vont s'engager dans votre projet. Et par engagement, on entend surtout des personnes qui vont avoir un impact réel sur votre projet, qui vont l'emmener dans une nouvelle situation, qui vont lui permettre de lui apporter des nouvelles ressources, qui vont lui apporter des nouveaux moyens, en même temps qui vont apporter des nouvelles contraintes. Un cadre qui fera que le projet n'aura peut-être plus l'ensemble des possibles vers lesquels vous pourriez avoir envie d'aller. Donc, l'engagement de parties prenantes et un engagement, un nombre croissant de parties prenantes, c'est synonyme d'un projet qui est en vitalité, c'est un projet qui se développe, et je ne parle même pas d'un point de vue entreprise, de rentabilité, mais en tout cas, vous avez un nombre croissant de personnes qui valident votre projet, l'intérêt de votre projet. Alors, souvent, ce que je dis autour de l'engagement des parties prenantes, et c'est un parti pris en tout cas de ma part, c'est que je ne travaillerai en ce qui me concerne qu'avec des gens pour qui j'ai intérêt à leur succès et avec qui eux-mêmes vont avoir un intérêt à mon succès. Parce que comme ça, on arrive à créer ensemble de la valeur et on obtient un vrai engagement réciproque l'un envers l'autre. Et de fait, si on est embarqué dans un projet, un engagement envers le projet. Dans la manière de réfléchir, dans cette logique de décision et d'action propre à l'effectuation, c'est un principe moteur, c'est un principe clé. C'est ce qui aussi met en évidence que entreprendre, avant d'être un projet technique, avant d'être un processus technique ou technologique, c'est avant tout un processus social. Voilà. Entreprendre, c'est avant tout un processus social. Et entreprendre, même si effectivement c'est issu d'une posture d'entrepreneur, mais on peut être entrepreneur de sa propre vie, eh bien engager des parties prenantes, ça fait partie du processus. Voilà. Alors celui-là, c'est mon préféré, le principe suivant, qui est de tirer parti des surprises. Autrement dit, vous vous souvenez, dans le cadre du premier principe, je vous ai dit qu'on a été éduqué, on a été formé à avoir une vision claire d'un objectif situé dans le futur et qu'en revenant jusqu'au présent, on avait un plan d'action et que bien évidemment, le corollaire de ça, c'est que si on veut atteindre l'objectif, eh bien, il ne doit rien y avoir à côté du plan d'action qui vienne remettre en cause chacune des étapes. Donc, on va chercher en même temps que de construire ce plan d'action d'éviter toutes les surprises. Or, l'effectuation met en évidence que, au contraire, il faut être dans une posture d'ouverture pour accueillir les surprises, pour en tirer parti. Pourquoi? Parce que dans une surprise, ça n'est jamais que la réalité qui se rappelle à vous. C'est que la vision que vous aviez de la réalité était erronée. Donc, ça veut dire que, quelque part, dans cette vision erronée, se cache quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle une ou des opportunités. Et à ce moment-là, eh bien, il va vous falloir envisager, est-ce que cette opportunité peut être plus profitable qu'une autre? Ne pas se saisir d'une opportunité, ce n'est pas parce qu'il y a une opportunité que vous allez devoir vous en emparer, mais en tout cas, tirer parti des surprises, ça vous permet d'élargir le champ des possibles, de se sortir de situations qu'on peut estimer bloquées, mais en tout cas, c'est la réalité qui se rappelle à vous. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement fort parce que ça inverse complètement cette manière de penser qui vous dit d'éviter absolument les surprises. Non, les surprises, ça peut être d'excellentes et de très belles choses. Enfin, le cinquième principe qui est de créer le contexte. Dit autrement, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Et
cette posture entreprenante, cette posture entrepreneuriale de l'effectuation, cette logique dans la manière de réfléchir et de décider, elle dit simplement, agissez, c'est par l'action que vous allez transformer le contexte, transformer votre contexte pour le rendre propice au développement de votre projet. Un exemple flagrant et frappant, c'est Airbnb. Il y a 15 ans de ça, c'était pas vraiment évident de se dire je vais accueillir en confiance chez moi, dans mon appartement, quelqu'un que je ne connais absolument pas. De la même manière, dans l'autre sens, ça semblait assez peu probable de dire je vais arriver dans une maison, la maison de chez quelqu'un que je ne connais pas et je vais pouvoir y habiter une ou plusieurs journées. Eh bien, la force de Airbnb, des patrons en tout cas de Airbnb, c'est d'avoir su transformer leur environnement pour rendre acceptable quelque chose qui était impensable avant. Impensable. Voilà. Et donc, ce dernier principe montre bien que c'est l'entrepreneur, l'entreprenant ou l'entreprenante qui va agir, qui va peu à peu, par ses actions, transformer complètement le contexte et la vision que peuvent avoir les autres personnes sur un sujet, sur le sujet de son projet entrepreneurial. Donc voilà ces 5 principes qui sont relativement simples à comprendre, mais qui sont d'une puissance extrêmement forte, notamment lorsqu'ils sont combinés. Et un des éléments forts de l'effectuation, encore une fois, comme ça a été dit par rapport au premier principe, c'est que c'est une logique, c'est quelque chose d'additif à un présent. On ne dit pas, il n'y a pas de préalable, comme on a eu dans la question, de faire sauter les normes sociales pour pouvoir être créatif. Non, non. Il s'agit de dire, nous sommes dans une situation, je suis dans une situation, quelle est cette situation? Qu'est-ce que j'ai à disposition pour pouvoir agir? Je vais déterminer des objectifs, des actions, et peut-être qu'en engageant mon manager, par exemple, je vais pouvoir mener une action peut-être un petit peu plus ambitieuse, et puis si ça marche, peut-être que je vais réussir à changer des mentalités pour pouvoir aller un petit peu plus loin, pour pouvoir faire d'autres choses. Et puis, de toute façon, si ça ne marche pas, perte acceptable, parce que je n'ai mené qu'une action que je pouvais mener en perte acceptable. Alors, si l'on reconsidère l'ensemble de ces 5 principes dans ce qu'ils sont, ils ne sont jamais que des modèles mentaux. L'effectuation, au travers des 5 principes, c'est une somme de modèles mentaux, c'est-à-dire un ensemble de valeurs et de croyances qu'on va appliquer à la réalité pour pouvoir, et de manière individuelle, pour pouvoir interagir avec cette réalité. C'est ce qui nous permet de la lire lorsqu'on l'interprète au travers de nos yeux et de notre cerveau et de l'ensemble derrière de nos valeurs, de l'éducation qu'on a reçue. Et puis c'est aussi l'ensemble des valeurs, des croyances et des actions qu'on va pouvoir utiliser pour agir et transformer sur cette réalité. C'est un modèle mental, elle-même, l'effectuation, qui est extrêmement proche du réel. Elle tient compte des surprises, elle ne va pas aller imaginer des choses qui n'existeraient pas, puisque la seule chose qu'on peut envisager, même si on peut définir un cadre extrêmement général, une direction globale, malgré tout, on travaille sur quelque chose d'extrêmement concret, on est extrêmement pragmatique dans l'appréhension de cette réalité. C'est aussi, lorsqu'on regarde une vision plutôt systémique, elle permet d'avoir une vision plutôt systémique du complexe. Si on définit le complexe comme un ensemble d'éléments qu'on ne connaît pas tous, et des relations sans qu'il y ait un chef d'orchestre au milieu, eh bien, l'effectuation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit simplement, oui, ok, je ne vais pas connaître tout l'ensemble, la seule chose que j'ai besoin de connaître, c'est là où je suis, et ce là où je suis va me permettre de m'orienter pas à pas dans le complexe et d'intégrer petit à petit les éléments de ce complexe. Et ça permet effectivement, en plus, comme je l'ai dit, puisqu'on est dans une logique situationnelle du présent par une inférence des moyens infère des buts, je me maintiens toujours un ensemble de possibles en sachant quelles sont les interactions. Donc, quelque part, on va être capable de s'orienter dans un élément du complexe, dans un ensemble complexe,
Et on va être capable de ce fait, en s'orientant dans le complexe, de réduire l'incertitude générée par le complexe. Alors, donc, comme je le disais, l'effectuation, c'est une intelligence situationnelle inclusive. J'ai souvent tendance à dire que l'effectuation, ça a été pour moi en tout cas mon interprétation, une forme de révélation et une forme d'interprétation, c'est que c'est avant tout une posture individuelle qui ne peut être mise en œuvre et réalisée que collectivement. Et elle a eu cet effet pour moi de résoudre ce qui, pour moi, à l'époque, en tout cas, était une dualité entre privilégier l'individu, lorsque l'on met en balance l'individu et le collectif. Et cette posture effectuelle dit, bah oui, mais l'individu ne peut se réaliser sans le collectif et le collectif ne peut se réaliser sans l'individu. Donc, et encore une fois, dans une vision extrêmement pragmatique, non idéalisée, l'idéal n'est pas nécessaire en fait. Et c'est l'élément extrêmement fort de l'effectuation, c'est qu'elle ne postule aucune nécessité. Elle ouvre un champ de possibles, simplement par rapport à une situation présente, et elle n'impose rien en fait. Elle n'impose rien. Et pour en revenir à ce mode de pensée, qu'elle n'impose rien, le mode de pensée, comme je l'ai évoqué tout à l'heure par chaînage avant, en fait, l'effectuation, elle dit quoi? Le mode de pensée, c'est « est suffisant pour me permettre de ». Et c'est quelque chose d'extrêmement simple et en même temps d'extrêmement puissant et un levier très, très facilement actionnable. J'ai les moyens à disposition. Ces moyens, si j'en combine une partie, eh bien, ils sont suffisants pour me permettre quoi? Ben voilà, je peux faire une liste de différents possibles et j'ai plus qu'à actionner, j'ai plus qu'à faire. Et donc, c'est un mode de pensée qui est complètement différent et qui n'impose, oui, pas du tout d'avoir un idéal ou une vision lointaine. Si on prend, vous connaissez tous la marque d'ordinateur HP, Hewlett-Packard. À la base, c'était deux copains qui voulaient bosser ensemble, mais ils ne savaient absolument pas quoi faire. Ils ont mis 5 ans à faire émerger la vision d'une entreprise qui aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celle de leur début. Mais en tout cas, ils ont mis 5 ans à construire l'entreprise qu'on a connue performante dans les ordinateurs et dans les imprimantes. Si vous prenez Walmart, qui est on va dire l'inventeur de tous les super et hypermarchés, il a mis plus de 10 ans, il n'est pas venu avec cette idée de dire je vais créer des supermarchés et des hypermarchés dans les banlieues des villes américaines. Il a mis plus de 10 ans à faire émerger, à force de multiplier des actions, avec ce mode de pensée, je suis à un endroit, c'est suffisant, tout ce que j'ai à disposition est suffisant pour me permettre et de fil en aiguille, en intégrant aussi d'autres parties prenantes, eh bien, il a abouti à ce concept d'hypermarché. Alors, l'effectuation, même si elle est issue de la logique d'entrepreneur expert, il s'agit avant tout d'une posture individuelle. Et on se rend compte en fait que ces principes peuvent être transposés dans beaucoup d'autres contextes. Et là, je vais rebasculer un petit peu dans le monde de l'entreprise, mais du point de vue de l'organisation et du management. Est-ce que l'effectuation peut être envisagée comme dans le cadre d'un autre management? Alors, je prends là un tableau et une définition du livre Stratégie, modèle mental, comment craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement, de Philippe Silberzahn et de Béatrice Rousset. On va mettre en perspective 2 modèles mentaux en termes de management. Le premier, on va le qualifier de classique, avec un objectif, on se fixe des objectifs, on a un idéal, etc. On est dans un monde qui va être certain, qui est sûr, qui est stable et qui est connu. Et on va le rapporter dans la relation à la réalité. Comme on l'a vu, l'effectuation est extrêmement ancrée
dans le principe de la réalité. Si on démarre avec un objectif, on s'éloigne de la réalité. On est déjà projeté dans un futur qui n'est pas écrit, mais en tout cas, on va l'imaginer. Et le fait de se dire, j'ai pu le prédire, donc je le contrôle. Voilà. Donc, on s'éloigne complètement de la réalité. Si on le prend dans un modèle mental effectual, dans un monde incertain, on démarre avec ce qu'on a. Il n'y a rien de plus solide que les éléments qu'on a à disposition. Il n'y a rien de plus tangible que ce qu'on a à disposition. Donc, on fait bien avec la réalité. On est ancré dans la réalité. S'il s'agit d'agir en gain attendu, on prévoit la réalité, on prédit la réalité. À chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours une pensée émue pour l'ensemble des start-upers, des chefs d'entreprise ou de responsables de projets qui, en février 2020, avaient fait de magnifiques bilans prévisionnels inclus dans des business plans absolument sur lesquels ils avaient passé plusieurs mois. Et on a bien vu que tout ça a volé en éclats un mois après. Et donc, on n'avait pas prévu la réalité. On n'avait pas prédit la réalité. Par contre, agir en perte acceptable, là, on est vraiment en fonction de la réalité. On part d'un présent, on peut imaginer ce que le présent, dans ce qu'on a à disposition, nous permet d'effectuer. Et là, même quelque part, dans le cadre de la pandémie, les éléments que nous avions à disposition, ils restaient là, à quelques exceptions près, s'il s'agit de transport ou de ce genre de choses. Mais en tout cas, on agit en fonction de la réalité et du présent. On va souvent, lorsqu'on est dans un monde d'objectifs, dans un monde d'idéal, on a défini le plan d'action, on va définir des rôles. Eh bien, on va circonscrire la réalité. Chacun est dans ses rôles, etc. Voilà. Obtenir des engagements, à contrario, permet de partager une réalité commune. Et donc, partager cette réalité commune, c'est ce dont on parlait, ce dont on a parlé, c'est cette capacité de conversation et surtout de se mettre d'accord ensemble sur l'action. Comment on va agir ensemble? Est-ce que nous sommes bien d'accord sur le fait d'agir ensemble? Éviter les surprises, comme on l'a dit, c'est essayer de se protéger contre la réalité, alors que tirer parti des surprises, on garde un lien avec cette réalité. Même si c'est une surprise, elle se rappelle à nous. Résoudre des problèmes, on résout des causes, on essaye de résoudre des éléments qui, on s'exclut de la réalité, on n'est plus dans le présent, on va essayer de résoudre souvent des causes et on n'est plus dans le présent. Là où créer le contexte, ça vous permet de transformer la réalité, de créer un contexte qui va être plus favorable à la réalité. Alors, un élément très fort en termes de management, bien évidemment, c'est ce concept, encore une fois, de perte acceptable. La perte acceptable, elle peut se faire dans les deux sens, à la fois qu'un collaborateur qui souhaite expérimenter quelque chose va y passer du temps. Est-ce que son manager accepte qu'il y perde ce temps-là? Et ça, c'est un élément extrêmement fort pour trouver de nouvelles marges de manœuvre et de pouvoir expérimenter quelque chose, puisque en partageant la réalité commune, et en étant d'accord, en engageant une partie prenante, son manager, eh bien, on va être en capacité de réaliser quelque chose, quel que soit le résultat en tout cas. Mais ça permet de libérer l'action. Nous avons 3 questions. Est-ce que l'effectuation ne concerne que le monde de l'entreprise? Absolument pas. Absolument pas. Encore une fois, l'effectuation, c'est une posture individuelle. C'est une manière de penser pour décider et pour agir. Donc, on peut être dans l'effectuation pour des projets personnels. Et si vous regardez bien, souvent, prenez à titre individuel et à titre personnel comment vous organisez vos vacances. Est-ce que vous êtes systématiquement dans je me fixe cet objectif-là et puis même si je n'ai pas les moyens, je vais essayer de les trouver? En fait, on se rend compte que non. Majoritairement, en tout cas, on est dans la perspective de dire, cette année, qu'est-ce qu'on va avoir comme sous, qu'est-ce qu'on va pouvoir investir dedans dans les prochaines vacances, et en fonction de ça, on va déterminer l'endroit où on va aller. Et ça donne des très bons résultats. Et ça donne d'excellents résultats. Alors, revenons à l'entreprise. Certaines entreprises semblent avoir une culture d'entreprise immuable. Et comment faire pour déclencher le changement de l'intérieur vers l'effectuation?
je vous dirais que le premier élément, les deux premiers, c'est toujours de partir, enfin, j'allais dire, on est dans le monde incertain à partir du monde incertain de ces phrases-là. C'est vous partez d'un endroit dont vous avez des ressources et même une entreprise très procédurale, avec des règles et des processus et des normes, etc., eh bien, il faut partir de là. Quel est avec le principe de la perte acceptable, qu'est-ce que je peux dégager comme possibilité d'action? Ça sera faire de manière locale ou peut-être avec un projet pilote ou plus général? Mais sans aller même sur un projet pilote, on a tendance aussi, souvent, lorsqu'il y a un problème, même si c'est un grand problème, on va définir une grande solution. Non, on peut tout à fait imaginer une petite action. On a réussi, c'est génial. On a montré que même au sein d'une entreprise immuable, où tout le monde doit avoir la tête alignée, si on a réussi à mener cette petite action à titre individuel, on a montré que c'était possible. Donc, on va probablement essayer de la reproduire. On va essayer même de la reproduire à deux. Et puis, ça marche, c'est bien. On va peut-être engager une autre partie prenante. Et puis, au fur et à mesure du moment où ça marche, à force d'engager des parties prenantes, ça se met en place. Sauf qu'effectivement, il y a une dimension, je vais dire peut-être d'ego, qui n'est pas, c'est pas un gigantesque projet sur lequel on a mis un énorme budget parce que le problème à résoudre était énorme. Super, nous avons vu l'importance que vous attachez aux parties prenantes. Donc, une question, comment combiner les intérêts des parties prenantes qui peuvent avoir des points de vue contradictoires? Deuxième élément de la question, faites-vous un lien entre ces principes et l'innovation Jugayad? Alors, je vais répondre aux deux questions. La première, c'est… les différents intérêts des parties prenantes. Engager une partie prenante, d'abord, quand vous voulez l'engager, c'est vous, de votre point de vue, c'est quel est votre intérêt ou quel est son intérêt? Pourquoi est-ce qu'il s'engagerait dans votre projet? Pourquoi est-ce qu'il apporterait des ressources ou agirait avec vous? Donc, vous devez d'abord… moi, c'est le conseil que je donne, c'est comment l'engager, quel est son intérêt, et puis pourquoi lui aurait un intérêt à votre succès. Voilà. À partir de là, quand vous avez bien compris les intérêts respectifs et pourquoi vous pouvez vous engager, qu'est-ce qui va se passer en fait? L'engagement d'une partie prenante, c'est simplement se mettre d'accord sur des règles d'action en commun. On va définir un cadre à l'intérieur duquel on va pouvoir agir ensemble parce qu'on est d'accord sur ces règles. Et de ce fait, vous noterez qu'en définissant un cadre d'action, eh bien, vous diminuez l'incertitude puisque vous êtes en capacité d'agir avec quelqu'un. Donc, dans cet espace-là, il n'y a plus d'incertitude. Donc, j'admets que nous allons terminer notre intervention dans l'instant. La deuxième partie de la question a été qualifiée par notre interlocutrice. Jugayad, il peut s'agir d'une réparation, je sais que tu sais, d'accord, mais d'une réparation ingénieuse ou d'un simple bricolage, une solution disruptive ou le détournement d'un usage. Il est aussi synonyme de créativité, faire mieux ou aussi bien tout en monopolisant moins de ressources. Ça me fait penser du système D. L'effectuation ne va pas encore une fois, c'est une posture, c'est une manière de faire, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de décider. Jugad est une possibilité de créativité qui peut s'inspirer en tout cas de l'effectuation, mais qui n'est pas, c'est pas l'effectuation, mais en tout cas, elle peut s'en inspirer et ça rentre dans le cadre de l'effectuation en tout cas. Voilà. C'est complémentaire. Merci beaucoup. Un exemple pertinent de l'effectuation, je vais rester dans l'univers entrepreneurial. Je vais vous parler d'une entreprise qui s'appelle U-Haul aux États-Unis. U-Haul, c'est une entreprise qui permet à des gens de déménager en louant des camions. Ils prennent le camion à un endroit, ils chargent, ils déménagent et ils le laissent à un autre endroit. Et en fait, Leonard Cohen, il a créé U-Haul au retour de la Seconde Guerre mondiale. En fait, lui-même avait éprouvé ce besoin de déménager après le retour des soldats. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé simplement à réparer des remorques. Et puis, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui déménageaient de la côte est vers la côte ouest.
Et puis, il prêtait sa remorque. Puis après, ce qui était embêtant, c'était de retourner chercher la remorque parce qu'il y avait d'autres copains à lui qui voulaient déménager. Il avait une remorque. Puis, au bout d'un moment, à force de faire ses allers-retours, il en a eu un peu marre. Donc, il a pris une deuxième remorque et ainsi de suite. Puis, il s'est mis à les réparer. Et tout ça, au fur et à mesure, l'a amené à dire oui, mais moi, en pièces, en temps, maintenant, il faut qu'on me donne de l'argent pour les pièces, pour le temps que j'y passe, ainsi de suite. Et puis, un jour, il s'est dit, oui, mais ce qui est idéal, c'est de laisser les remorques à l'endroit où elles sont, et puis peut-être de profiter de gens qui déménagent dans l'autre sens pour ramener les remorques. Et en fait, tout ce processus s'est fait petit à petit, au fur et à mesure des différentes situations qu'il rencontrait, puisque c'était les amis, puis les amis des amis qui lui demandaient les remorques. Il en a eu plusieurs. Et puis, il a fallu qu'il trouve dans l'Ouest américain des endroits où laisser les remorques. Donc, il est allé voir des stations-service qui disposaient de grands terrains en leur disant, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que les gens qui déménagent, ils ramènent chez vous sur votre terrain. Et puis, je vous donnerai une rémunération par rapport à l'occupation de votre terrain. Par contre, ce que vous ferez, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut déménager, eh bien, je l'adresserai à vous pour qu'il vienne récupérer la remorque et ainsi de suite. Et ça a donné quoi? Ça a donné qu'à partir des années 80, c'était le numéro 1 américain des sociétés de location de camions de déménagement. L'autre exemple que tu m'as donné, c'était Hewlett-Packard. Deux copains duels, un garage, un temps disponible, voilà, et un engagement, que des surprises. C'est ça. Mais vous avez l'exemple de Sony aussi. Sony, ouais. C'est 5 copains qui ont eu la volonté de bosser ensemble et qui ont mis un certain temps avant de construire l'entreprise que l'on connaît. Ikea, de la même manière. Ikea, avant tout, c'était une sorte d'épicerie qui vendait là-haut, qui vendait du poisson fumé et des choses comme ça, jusqu'à un jour, ils reçoivent un meuble. Et puis le meuble, il ne rentre pas dans la camionnette, en fait, pour aller le livrer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils le démontent, ils vont le livrer, puis ils le remontent. Et puis, ils se rendent compte, tiens, il y a peut-être un truc assez rigolo. Et puis, ils ont commencé à faire ça, à proposer ce service de, écoutez, on vous livre démonté, et ainsi de suite, jusqu'à l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Super. Merci pour super intervention, plein de brio et un support extraordinaire et une voix vraiment prononcée. Merci. Merci à vous.